Crise de Covid-19. Je m'appelle Julien Ruttard, je dirige le secteur santé chez Capgemini Invent. Nous allons parler aujourd'hui de l'apport des données de santé face à la pandémie de Covid-19. Et pour commencer, petit retour en arrière, regard dans le rétroviseur. Nous sommes dans le monde d'avant et dans le monde d'avant, il n'y a plus de maladies infectieuses. On commence même à penser que le VIH est devenu une maladie chronique. Le fardeau qui pèse le plus sur les dépenses de santé sont le diabète, le cholestérol, l'hypertension artérielle. On se demande même comment vivre plus de 100 ans. Les IA sont annoncées à grand renfort de communication sur leur apport et soudain la pandémie arrive et le monde bascule et notre vie se remplit de mesures très low-tech, des masques, des conseils d'hygiène, voilà ce que nous avons tous vécu. Peu à peu, la tech a repris le dessus et a trouvé sa voie, son positionnement. Alors comment qualifier ce positionnement? Quels ont été les apports des données de santé dans le cadre de cette lutte? Les crises, le point commun de toutes les crises, c'est la difficulté à décider, passer au crible plusieurs options dans un environnement très incertain, très volatile. Alors comment décider quand un tiers des analyses qu'on vous présente sont obsolètes, un tiers fausses et un tiers incohérentes? Voilà le défi posé à nous gouvernants par cette pandémie dont les composantes de chaque décision reposaient à la fois sur des dimensions médicales, épidémiologiques, économiques et sociales. Premier enjeu, celui de la mesure. Comment connaître l'ampleur de l'épidémie si on ne sait pas compter le nombre de cas, décrire leur survenue par tranche d'âge, par territoire? Le premier enjeu était donc de capter les informations, tirer des tests virologiques, de les unifier, de les restituer. Et vous voyez donc là arriver toute la partie entrepôt de données de santé, architecture, urbanisation, derrière notamment un très grand projet d'État qui était le SI des dépistages mené conjointement par la PHP avec le soutien de Capgemini. Le second enjeu, prendre de la hauteur, c'est-à-dire mesurer la diversité des cas, mais être aussi en capacité de trouver des traits communs, de décrire les ressorts profonds de cette crise. Le débat est classique. Le terrain contre les tableaux Excel, la clinique contre la biostatistique. Qui a raison à la fin? Ce débat classique, c'est aussi le débat de la confiance. Les décisions à prendre impactent nos vies quotidiennes et donc il faut un grand niveau d'acceptation. L'information doit être comprise de tous. Il faut citer alors l'excellent Covid Tracker de Guillaume Rosier qui donne de l'information visible et compréhensible par tous, ou bien encore plus loin dans le temps, le premier tableau de bord du John Hopkins Hospital qui était déjà regardé par l'ensemble de nos gouvernants. Finalement, c'est de la BI assez basique mais très utile parce que assise sur de l'open data et là aussi c'est un des leviers de la confiance. Troisième enjeu, reprendre de l'avance sur cette crise. La statistique est utile, mais souvent en retard. Rien que pour lisser les effets des cycles de prise de la donnée, il vous faut 7 jours, en moyenne lissée. Et donc, l'état des épidémies, de nos réanimations, des soins critiques à 7 jours, à 15 jours est une vraie question. Et là, on a pu accompagner directement des agences comme l'ARS Île-de-France et construire des outils avec un taux de fiabilité de près de 95%. Donc oui, les données de santé peuvent nous aider à prédire à moyen long terme l'évolution d'une pandémie. Enfin, le dernier enjeu, c'est celui de booster les opérations de lutte contre la pandémie. On l'a vu, les mesures barrières reposent sur un principe de précaution pour aider à mesurer le risque et à mieux territorialiser ces différentes mesures. On doit être en capacité d'utiliser les données de santé. Et là, deux types d'applications un petit peu intéressantes sont à regarder. D'une part, les applications de type tous anti-Covid que les différents États se sont mis à adopter avec plus ou moins de succès, on le sait néanmoins, avec la volonté de préserver l'anonymat alors qu'on manipulait des données de santé et d'autres, des outils de prédiction qui se sont développés à des mailles régionales, voire territoriales, pour donner de la valeur, donner de l'information à l'ensemble des acteurs. Alors vous le voyez, au travers de ces quatre grands enjeux, l'apport des données de santé dans la lutte contre le Covid est assez clair. Les données sont une arme contre ces pandémies, pour le médecin, le scientifique, le politique et le citoyen. Alors pour y voir plus clair et aller plus en détail, je vous invite à plonger maintenant dans une expérience à la croisée des enjeux avec la présentation d'un de nos projets phares, le projet PredictTest. Voilà, c'était Julien Ruttard, expert santé chez Capgemini. Et on va continuer cette conversation avec Barnabé Lecouteux, directeur data et IA santé chez Capgemini Invent. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors Barnabé, vous avez donc accompagné ce projet dans son déploiement, ce projet de Predict Est. Comment est-il né? Alors tout à fait, alors déjà, je
je commencerai par dire que la région Grand Est, comme vous le savez, a été fortement touchée par la crise sanitaire du Covid, et ce, dès le début de la pandémie. Et donc ce projet, en fait, il est né de ce constat finalement d'urgence quelque part, et de la volonté du territoire de prendre en main, peut-être reprendre en main son destin dans le cadre de cette pandémie. Donc nous avons ici d'ailleurs au passage une tendance de fond autour des collaborations de plus en plus fortes entre l'État, plutôt centralisateur d'un côté, et les collectivités territoriales de l'autre, sur un sujet en l'occurrence ici régalien, puisqu'on parle de la santé de nos concitoyens. Donc c'est très concrètement sous l'impulsion du président de région Jean Rotner que le projet Predictest est né, et qu'il a émergé à peu près à la mi-2020, et ce du coup en plein cœur de la pandémie, où à l'époque, il faut se resituer dans le contexte, on en connaissait finalement assez peu sur le virus, et évidemment le vaccin n'était pas présent. Et donc ce dont on parle, c'est, en tout cas l'ambition qui a été donnée au départ, c'est un observatoire du Covid, qui se veut une vitrine d'une articulation réussie entre les collectivités territoriales d'une part et l'État d'autre part. Donc au-delà de la volonté politique, disons, du président Jean Rotner de région, il y avait une volonté très forte d'autres acteurs, principalement, on va dire, 3 acteurs. Le premier, c'est une plateforme de données de santé qui s'appelle Prism, qui est hébergée par l'Institut hospitalo-universitaire de Strasbourg et financée par la région en partie, ainsi que l'Eurométropole de Strasbourg. Donc cette plateforme a vocation à, disons, héberger des cas d'usage, qu'on appelle des cas d'usage autour de la e-santé, autour des pathologies chroniques. Et là, en fait, on s'en est servi pour le bien des concitoyens, et en l'occurrence pour le Covid. Donc ça, c'est un premier acteur. Il y a un deuxième acteur qui est évidemment l'IHU de Strasbourg, l'Institut hospitalo-universitaire de Strasbourg, animé par le professeur Galix, qui en tient la direction générale, donc qui dès le début a eu une impulsion très forte autour du projet, une volonté très forte d'accompagner ce projet au plan scientifique, auprès d'ailleurs d'un écosystème de partenaires scientifiques qui dépassait assez largement l'IHU de Strasbourg. Et puis finalement, il y a eu également en tant que partenaire la Direction générale de l'armement, qui avait construit pour l'État des modèles prédictifs assez précis autour de la pandémie de Covid, pour observer et prévoir ce qui se passait autour de cette pandémie au tout début. Et donc, ils nous ont fait bénéficier, dans le cadre du projet, de leurs travaux, et on a pu du coup s'en inspirer, s'appuyer pour partir finalement d'un existant. En tant que partenaire aussi, il y a eu évidemment Capgemini, qui techniquement a accompagné le progrès, le projet, et on s'est également appuyé sur un autre industriel fleuron de la technologie en France, qui est Dassault Systèmes. Et donc c'est finalement la conjonction des forces de tous les acteurs que je viens de vous citer, qui a fait émerger, dans une logique de consortium, de task force, on pourrait dire en français, une volonté forte de lutte contre le Covid dès le démarrage de la pandémie. Alors, comment est-ce que ce système de Predictest est alimenté quotidiennement? Est-ce que ce sont des données, par exemple, issues du ministère de la Santé? Alors oui, et c'est un point intéressant à signaler. Il y a eu des discussions au démarrage du projet pour savoir s'il fallait s'appuyer sur des données publiques, donc des données dites open, ou des données pour lesquelles il fallait avoir un accès plutôt privé. Et on s'est assez vite penché sur l'option de données ouvertes. Et donc pour répondre effectivement directement à votre question, les données auxquelles on a accès dans le cadre de ce cockpit Predictest sont des données qui sont mises à jour quotidiennement par le ministère de la Santé, par Santé publique France en l'occurrence, qui sont accessibles sur data.gouv, et certains de nos concitoyens d'ailleurs les consultent quotidiennement. Et donc elles sont vraiment mises à jour en fin de journée pour des données qui datent de la veille. Les données dont on parle sont principalement, disons, de 3 natures différentes, en tout cas pour ce qui est des données de santé. Il y a d'une part les données autour de l'activité hospitalière, autour du Covid. Et donc là, on va regarder ce qui se passe en termes de valeur absolue et en termes voilà, relatifs par rapport à des niveaux de seuil qui sont des niveaux d'alerte qu'on connaît déjà
maintenant tous, puisque évidemment il y a eu un an depuis le démarrage de cette pandémie. Donc là, ce dont on parle, c'est des patients hospitalisés, des patients qui vont être en réanimation, des patients qui, pour la majorité, heureusement, sont de retour à leur domicile, et des patients qui, pour une minorité, sont amenés à rentrer dans des cas beaucoup plus graves, voire à décéder. Donc voilà, un premier paquet autour de l'activité hospitalière. Il y a un deuxième jeu de données, disons, autour des activités de testing PCR, donc qui ont mis du temps, comme on sait tous, à se mettre en œuvre, à se mettre en musique, et qui sont rentrés à partir du milieu d'année, disons, 2020, dans une logique un peu plus industrielle. Et donc, il y a beaucoup de tests qui se réalisent tous les jours, à peu près de l'ordre de 3 millions de tests aujourd'hui, PCR. Et donc, ce qu'on va connaître autour de ces tests, c'est combien de tests ont été réalisés, et également, parmi ces tests, quels ont été les tests qui ont été positifs. Et c'est ceux-là, évidemment, qui vont nous intéresser pour suivre la dynamique de la pandémie. Et on va le regarder sur les différents territoires, j'y reviendrai. Et puis il y a finalement, donc ça, c'est pas des données auxquelles on a accès directement, c'est des données, disons, qui sont dérivées, qui sont calculées à partir des données auxquelles on a accès. Il y a un modèle prédictif qui va tourner tous les jours, qui va se recalibrer tous les jours en fonction de cette nouvelle donnée qui arrive, pour prendre en compte finalement les variations autour de la pandémie. Et donc, le modèle va prédire ce qui va se passer sur les 30 prochains jours. On parle de 30 jours glissants. Et donc, voilà, on va regarder ce qui va se passer au titre de la propagation de la pandémie. Donc, on va prédire la positivité, disons, des différentes populations, au-delà d'ailleurs des tests PCR, hein, puisque le test PCR ne capte qu'une partie de cette population-là. Et également, on va prédire ce qui se passe à l'hôpital, ce qui est très utile parce que c'est ce qui va permettre de dire est-ce que on a un encombrement ou pas à prévoir dans le milieu hospitalier dans les 30 jours à venir, ce qui permet un petit peu de prédire ce qui va se passer et du coup d'anticiper l'activité dans les services hospitaliers. Ça, c'est pour tout ce qui est des données de santé qui se mettent à jour du coup quotidiennement, et à côté de ça, on a des données qui se mettent à jour à une fréquence moindre, qui sont plus des données économiques et sociétales, qui sont également présentes dans le cockpit pré-test, mais où là, on n'en a pas un besoin de mise à jour quotidienne. Donc, on parle de toutes les mesures qu'on a pu connaître depuis le début de la pandémie autour du chômage partiel, évidemment des données démographiques, tout ce qui va tourner par exemple autour de la quote-part des logements sociaux sur les différents territoires. Donc là, évidemment, on est sur des données qui sont a priori plus stables, qui peuvent évoluer au mois le mois, mais qui n'ont pas besoin d'une mise à jour quotidienne. Et donc, peut-être je terminerai de répondre à la question en disant que des évolutions du cockpit sont envisagées, et notamment, et c'est d'actualité plus que jamais aujourd'hui, autour de la vaccination. Et donc là, au niveau de la vaccination, les données sont mises à disposition depuis plusieurs semaines maintenant, et on envisage collectivement de les intégrer dans ce cockpit-là. Et ces données ont l'avantage d'être mises à disposition quotidiennement également. Donc on va parler des stocks de vaccins, on va parler de combien de patients sont vaccinés, de quel type de vaccin, on parle de Pfizer, de Moderna, d'AstraZeneca, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut tracer quotidiennement et intégrer dans le cockpit. Barnabé, vous avez parlé tout à l'heure justement de Benoît Galix, qui est le directeur de l'IHU de Strasbourg et aussi le coordinateur scientifique de PredicTest. Eh bien, on a recueilli ces propos il y a juste quelques instants. Je vous propose de l'écouter. Benoît Galix, bonjour, vous êtes le directeur de l'IHU de Strasbourg. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter le projet PredictEst d'un point de vue médical ? Eh bien, c'est un projet qui est né au printemps dernier, en plein cœur de la crise, la première vague du Covid. Notre institut de recherche, l'IHU Strasbourg, souhaitait voir comment nous pourrions aider dans la gestion de cette crise. Et avec des informaticiens et des équipes de recherche, nous avons essayé de construire un outil qui soit fait pour aider à la gestion territoriale de la crise, venir en complément des informations et des outils nationaux, mais à une échelle territoriale, départementale, des villes, pour aller jusqu'au quartier dans la gestion et dans l'information aux décideurs locaux. Et quelles ont été les modalités de fonctionnement de PredictEst ? Alors c'est assez original parce que donc c'est parti d'instituts de recherche, notre institut, on a associé d'autres instituts de recherche, l'université de Rennes-Champagne-Ardenne, et des décideurs nous avons créé un consortium avec des décideurs locaux et territoriaux, la région Grand Est, l'Eurométropole de Strasbourg, même
le système d'assurance maladie locale, le régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, pour essayer de construire un consortium qui pilote cet outil dans un cadre juridique et financier sécuritaire. Alors, Monsieur Galix, quels ont été le résultat et peut-être l'impact de cette initiative que de nombreuses régions aujourd'hui souhaitent adopter? Mais la première chose, ça a été de donner aux décideurs locaux, qu'ils soient dans le domaine de la santé ou politique, un outil qui leur permettait de visualiser, comprendre l'épidémie et non plus la subir. Donc déjà, il y a un effet communication important. Deuxième partie, anticiper les projections, permettre de se projeter 15 jours, 3 semaines, 4 semaines en avant en termes de nombre d'hospitalisations, enfin de gérer au mieux les flux d'hospitalisation, mais aussi descendre jusqu'au niveau du quartier pour permettre d'anticiper des actions de communication, de dépistage et aujourd'hui de vaccination plus en adéquation avec les besoins, avec les risques de l'épidémie et son évolution. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un outil de décision au plus près du terrain. Benoît Galix, merci infiniment de nous avoir parlé ici sur ce plateau de Linkin Cities. Merci à vous. Voilà, c'était Benoît Galix. Alors, Barnabé, quelles sont certaines des fonctionnalités de l'application? Alors oui, donc on a déjà commencé à les aborder, mais si je rentre un peu plus dans le détail, ce dont on parle ici, c'est un cockpit qui est à la fois réactif, puisqu'il va regarder ce qui s'est passé historiquement, et également prédictif autour du Covid. Si on zoome un petit peu, au plan sanitaire et logistique, ce qu'on va pouvoir faire dans ce cockpit, c'est typiquement suivre comment le virus se propage sur les différents territoires. Et on peut être d'ailleurs très très fin en la matière, puisqu'on peut descendre à la granularité d'un quartier, ce qu'on va appeler l'iris. Donc c'est voilà un découpage de population de 2000 habitants. On va regarder ce qui se passe sur cet iris-là, et on peut dézoomer jusqu'à la région. On peut avoir également un suivi assez fin des campagnes de tests pour regarder si on teste au bon endroit, au bon moment. Et donc ça va quelque part alimenter ma politique de test et l'orienter. Et on peut suivre de fait la capacité à une maille également assez fine. Là, on parle plus d'une maille départementale, puisqu'on ne descend pas à l'hôpital, de regarder ce qui se passe en termes de fluctuation des patients Covid qui arrivent dans les systèmes hospitaliers, pour voir voilà, qu'est-ce qui est encombré, qu'est-ce qui est moins encombré, et notamment envisager des reports éventuels d'un département à un autre, à titre d'exemple. Et donc finalement, ce qu'on peut regarder au-delà de l'aspect sanitaire et logistique, c'est également au plan économique, et c'est là une des spécificités du cockpit, regarder comment le territoire, au-delà du plan sanitaire, est impacté par, disons, une mise en parenthèse de l'activité, et notamment en regardant ce qui se passe en termes d'entreprise. On va pouvoir regarder par exemple l'impact que ça peut avoir sur le chômage partiel, mais également typiquement les faillites d'entreprise, qu'on espère évidemment en nombre le moins important, mais voilà, c'est quelque chose qu'on va pouvoir regarder de façon très chirurgicale, si on peut employer le terme, essayer d'étudier, regarder la température du territoire et agir en fonction. Et donc ces visualisations, elles sont mises à disposition dans un cockpit qui est assez ergonomique dans sa forme, qui à la fois permet de regarder des graphiques, donc un aspect plutôt mathématique, visuel, également des cartographies sur lesquelles on peut zoomer, dézoomer, et tout ça va être assez fluide d'un point de vue utilisateur. Barnabé Lecouteux, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau pour nous parler donc de cette application PredicTest, qui est une application désormais nationale et en complément de Tous Anti-Covid et Covid Tracker. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Voilà, et tout de suite, on va parler à Édouard Arkwright. Il est le directeur général exécutif d'Aéroports de Paris. On parle de Smart Mobilité du futur.